Bonjour Jean-Christophe Rufin. Bonjour. Médecin, historien, diplomate, globe-trotteur, ancien ambassadeur de France au Sénégal. Mais si vous êtes sur Europe 1 ce matin, c'est pour nous parler de la situation explosive au Brésil. Vous avez été attaché culturel là-bas pendant 2 ans. Vous êtes également l'auteur de Rouge Brésil, prix Goncourt 2001. Et puis il y a 10 jours encore, vous teniez une conférence au Quai d'Orsay sur ce pays que vous connaissez si bien. Êtes-vous surpris, Jean-Christophe Rufin, par cette poussée de fièvre ? Je ne suis pas Madame Soleil, donc je ne pouvais pas prévoir que les choses se passeraient comme ça, mais ce qui est certain, c'est que tous les ingrédients étaient là. C'est-à-dire que la période Lula, depuis les années 2000, depuis le début des années 2000, a créé au Brésil une classe nouvelle, en fait. Des gens qui sont moins pauvres, on ne peut pas dire qu'ils soient riches, qui sont moins pauvres, une nouvelle classe moyenne, fragile, avec une croissance à l'époque qui est une croissance très très forte, et depuis 2 ans, la croissance brésilienne stagne. Ils sont très dépendants de leurs exportations. Les zones dans lesquelles ils exportent, notamment l'Europe, sont en récession, et par conséquent, ça se ressent dans le pays. Donc voilà, il y a au fond des gens qui ont une espérance qui est d'avoir un accès maintenant aux hôpitaux, à l'éducation surtout beaucoup, qui est fragile, et arrive tout ça là-dessus, la préparation des grands événements sportifs qui va coûter très cher. Mais justement, on dit que c'est le coup de la Coupe du Monde de football qui aura lieu l'an prochain qui a mis le feu aux poudres, mais c'est quoi, c'est un prétexte ? Non, je pense que c'est, comme toujours au Brésil, une sorte de, si vous voulez, d'action-réaction, c'est-à-dire que ces décisions, elles ont été saluées, les mêmes qui aujourd'hui sont dans la rue, ont dû descendre dans la rue aussi, mais alors là, pour fêter les décisions quand ils ont obtenu la Coupe du Monde de football. Parce que le foot est une religion, là-bas, voilà, on sait bien. Mais il y a quelques années, quand ces décisions ont été prises, le pays allait très bien. Et puis, Lula est parti, Dilma Rousseff, qui n'est quand même pas Lula, elle n'a pas le charisme de Lula, même si elle est du même parti, lui a succédé, et depuis, ça patine, et il y a une espèce d'exaspération qui, à un moment donné, peut... Voilà. Mais alors après, pourquoi ça se déclenche maintenant ? C'est toujours un petit prétexte qui peut mettre les gens dans la rue. Alors, le paradoxe, c'est qu'il manifeste contre un gouvernement de gauche. Oui, même de très à gauche, parce que, voilà, et qui est responsable, d'une certaine manière, d'une formidable amélioration de la situation brésilienne. Parce que l'expérience Lula au Brésil, c'est pas Chavez au Venezuela, c'est quelqu'un qui a mené une politique assez consensuelle, sans toucher à la structure vraiment libérale de l'économie brésilienne, qui est puissante, mais en assurant une redistribution, en assurant un progrès social réel. Donc c'est un gouvernement, si on le situe en continuité avec Lula, qui a en quelque sorte amélioré les choses, et paradoxalement, mais ça s'est produit souvent dans l'histoire, c'est l'amélioration qui conduit souvent à des exigences nouvelles et à une crise. La présidente du Brésil, Dilma Rousseff, a promis d'écouter la voix de la rue. Bon, ça c'est un discours politique classique. Mais qu'est-ce qu'elle peut faire vraiment pour essayer d'apaiser la situation ? Déjà, elle peut tenir un petit peu en laisse sa police et son armée, parce que qui sont généralement pas tendres. Donc il faut éviter qu'ils tirent dans le tas, parce que c'est ça qui pourrait aggraver les choses. Je pense que la deuxième chose, ça va être sortir Lula de sa naphtaline. Lula, comme vous savez, est malade. Il a un cancer de larynx. Bon, il est traité, mais enfin, il est là. Et c'est lui qui a vraiment qui est écouté. Donc, je pense qu'il faut qu'il intervienne, et c'est ce qui va se passer directement ou indirectement dans les heures qui viennent. Mais au-delà de ça, je pense, si vous voulez, que le Brésil traverse une phase difficile, mais en même temps, il y a de formidables possibilités de développement. C'est un pays qui a découvert du pétrole, comme vous savez, et qui a des gisements de pétrole considérables. C'est un pétrole cher, c'est un pétrole difficile d'accès, parce qu'il est sous-marin. Mais enfin, quand il sera au maximum de sa production, ce sera le 6e exportateur mondial. Autrement dit, la phase dans laquelle ils sont aujourd'hui, cette croissance ralentie, c'est un peu le croisement entre deux moments, si vous voulez. Une période industrielle qui est un peu en crise, et en attendant une période pétrolière qui va apporter une nouvelle prospérité au pays. Vous prévoyez un bel avenir au Brésil ? Oui, moi je pense que, si vous voulez, là, d'abord, c'est un pays qui a des richesses absolument immenses, une industrie très très diversifiée. C'est un pays où il y a des contrastes, comme on l'a toujours dit, mais qui est à la pointe de la technologie. Il fabrique des fusées, il fabrique des voitures de la haute technologie, il exporte de l'audiovisuel dans le monde entier, c'est telenovelas, etc. Donc c'est un pays très puissant, et qui maintenant est un pays pétrolier. Ce sera un des grands pays pétroliers des années 2000, de la décennie qui commence. Donc,
C'est un pays qui a tous les éléments pour aller bien, mais aujourd'hui, il y a un cap difficile à passer. Et il y a un message qui est envoyé au monde assez négatif avec ces manifestations. On rappelle donc qu'il y a la Coupe du Monde l'an prochain. Tous les regards vont être braqués sur le Brésil à l'occasion de cette Coupe du Monde qui aura lieu en juin et en juillet. Est-ce qu'il faut craindre d'ailleurs à ce moment-là des incidents? Est-ce que les manifestants, la population va se servir? Est-ce qu'il y aura un printemps brésilien au moment de la Coupe du Monde? Je crois que la situation n'est pas du tout la même. C'est pas du tout la même chose. C'est pas une dictature d'abord. Ouais. C'est quand même un pays où les gens sont écoutés, où il y a une presse très libre, où il y a voilà. Et c'est un mouvement qui, par ailleurs, n'est pas du tout articulé. Il y a personne qui s'exprime pour le moment. C'est un mouvement très indigné, au fond, avec des jeunes qui mettent le feu à des pneus. Voilà. Il y a des chances pour que tout puisse se terminer par une bossa nova géante dans les rues si les choses se passent bien. Ouais. Ça peut aussi déraper. C'est très difficile à dire. Et il faut signaler qu'il y a des joueurs de l'équipe de foot brésilienne, la Seleção comme on dit, des joueurs importants qui se sont montrés solidaires avec les manifestants. Est-ce que Dani Alves, qui est un grand joueur, qui est une grande star brésilienne par exemple, ils peuvent jouer un rôle politique dans cette affaire? Ou c'est symbolique? C'est plutôt symbolique pour le moment parce que, encore une fois, ils n'ont pas de relais. Donc, si vous voulez, cette jeunesse, tous ces gens qui manifestent, ils sont vraiment, à la limite, leur relais principal politique, c'est celui qui est au pouvoir, c'est le Parti des travailleurs, c'est le parti d'Ilma Rousseff et de Lula, mais ils sont au pouvoir. Alors, je pense qu'ils vont devoir lâcher du lest, un peu plus que les tickets de bus, parce que ça, c'est quand même anecdotique. Je pense que ce que veulent les gens, au fond, c'est être rassurés sur le fait qu'on ne va pas dépenser tout l'argent uniquement pour cette Coupe du Monde, mais que, d'une certaine manière, l'effort social va se poursuivre. Ils en ont les moyens. Je pense qu'ils en ont les moyens. Le Brésil est un pays qui a des réserves, qui a une puissance, mais qui est inquiet depuis un certain temps. Dilma Rousseff est venue à Paris il y a quelques semaines, et elle avait beaucoup insisté justement pour dire, et elle s'accordait là-dessus avec François Hollande, pour dire nous sommes contre toutes ces politiques d'austérité, parce qu'évidemment ils en paient le prix. La situation au Brésil décryptée par Jean-Christophe Ruffin ce matin sur Europe 1. Merci d'avoir été avec nous dans un